C'est mercredi, c'est Women in Tech dans le podcast AWS en français. Aujourd'hui, on parle de diversité, d'équité, d'inclusion dans l'éducation avec le groupe Ionis. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Vous le savez, deux fois par mois, des épisodes de Women in Tech où on parle diversité, équité et inclusion, comme je l'ai dit, dans ma phase d'accroche disponible dans toutes vos bonnes applications de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des feedbacks, des petits pouces vers le haut, c'est notre salaire également. Et puis à partager le podcast avec vos collègues, vos amis. Je me rends bien compte que le public cible du podcast AWS en français est plutôt technique et pas nécessairement le même public cible que celui de nos épisodes de Women in Tech, mais vous avez tous et toutes des nièces, des filles, des cousines, des tantes. N'hésitez pas à partager ces épisodes Women in Tech avec elles également. Un invité aujourd'hui pour parler de ces initiatives dans le monde de l'éducation, c'est Yannick Lejeune. Tu es Chief Digital Officer chez le groupe Ionis. Tu étais notamment à la table ronde du Summit AWS à Paris au mois d'avril pour parler du rôle des alliés, ce qui va nous donner l'occasion d'approfondir un peu ces sujets qui te tiennent à cœur. Mais ma question bateau pour commencer, et si vous êtes des fidèles auditeurs, auditrices du podcast, vous connaissez mes questions bateau, c'est quoi le groupe Ionis ? Alors bonjour, le groupe Ionis, c'est un des leaders français de l'enseignement supérieur privé. C'est un groupe qui fête ses 45 ans, qui est présent dans 27 villes en France à l'international, avec Ah ouais. 28 marques d'écoles. Parmi les plus connus, on va citer Epita et Epitech dans le domaine de l'informatique, des écoles comme l'IPSA dans l'aéronautique, Subbiotech dans les biotechnologies, l'ESME qui est une grande ancienne puisqu'elle a plus de 100 ans, une école généraliste spécialisée dans l'énergie, la robotique. Et puis, on a des écoles de commerce comme l'ISG, des écoles de direction artistique et de multimédia comme l'IARTSUP. On couvre à peu près tous les sujets, y compris le management du sport, à l'exception, je dirais, des humanités de type psychologie, sociologie, droit. Mhm. Et ça représente une centaine d'établissements physiques. En France, à l'étranger également ? En France, un petit peu à l'étranger, principalement en Europe, Barcelone, Bruxelles, on a une école une entité à New York et puis, ça représente, à peu près, 35 000 étudiants par an. Oui, c'était ma question suivante. 35 000 étudiants par an qui sortent, enfin, ou qui rentrent. Enfin, non, c'est pas nécessairement la même chose. Il y en a probablement beaucoup plus qui rentrent On essaye qu'une grande qui sortent. partie sorte avec le diplôme parce qu'ils le méritent. Alors, tu es conscient des enjeux de diversité, d'équité, d'inclusion. On en parle deux fois par mois dans ces épisodes du podcast. Et souvent, mes interlocuteurs disent c'est pas qu'un problème des entreprises, c'est aussi un problème des filières de formation et même avant qu'on doit faire ces choix de filières parce qu'on n'a pas assez de candidates qui postulent aussi pour remplir les postes que demande l'industrie. Donc, je suis content d'avoir quelqu'un qui représente le monde d'éducation. Quel est ton constat à toi ? Quel est ton point de vue à toi ? Bah, alors, j'ai le même pour, 2 raisons. D'abord parce que je suis moi-même un recruteur avec des Aussi, oui. équipes digitales. J'ai une équipe d'environ, 50 personnes, au sein du groupe, plus les équipes des différentes entités que je supervise. Il est clair que dans les domaines, du digital, du numérique et de l'informatique, on a un peu plus de mal à trouver des candidates féminines. Ensuite, la table ronde à laquelle je participais à l'AWS Summit, c'était, sur l'allié sociétal. Nous, on est des établissements d'enseignement supérieur. Notre métier, c'est de former des jeunes, à des métiers, de leur offrir une carrière et ça, le plus en phase avec, le monde du travail. Hem, on a effectivement un déficit de candidates féminines dans les formations, techniques et numériques. Mais je dirais que nous-mêmes, on est déjà en bout de chaîne, hein. C'est-à-dire que le problème du recrutement, il se fait dès l'orientation et avec tous les dispositifs gouvernementaux qui ont été mis en place, l'orientation commence très tôt, dès la troisième. Et donc on arrive déjà, nous, un petit peu tard dans ces on subit les conséquences Ouais, vous, d'une désaffection pour les matières scientifiques qui arrive bien avant nous.
Oui, vous êtes déjà, comme tu dis, en bout de chaîne. C'est quand les jeunes filles sont inscrites chez vous que vous les voyez arriver, mais ce choix se fait avant. Et pourtant, les filles sont plutôt bonnes en calcul. C'est pas un cliché, ça, c'est la réalité. En calcul, en maths, en général, si on prend dans les années collège, les résultats sont plutôt bons là-bas. Alors, c'est là où on tombe facilement dans les stéréotypes. Les filles sont bonnes en calcul, c'est ce que je dirais aussi. Mais, Hem, je dirais aussi que si on analyse ce qui ressort, elles sont même un petit peu plus studieuses, mhm, sur, les parties, du collège et du lycée. Mais en France, selon les derniers chiffres il y a eu une annonce, il y a quelques semaines, auprès du ministère de l'éducation par Elisabeth Borne, dit: «On a le chiffre de 42 des filles qui suivent l'enseignement de spécialité mathématiques en terminale». Donc on n'est pas très éloigné, même si c'est pas suffisant de la de la parité, parité. mais elles sont Mhm. plus que 25 à intégrer des formations supérieures qui conduisent à des métiers d'ingénieur ou du numérique. Donc ça veut dire que ces scientifiques féminines qui sont au lycée, elles partent faire autre chose. Donc il y a un déclic qui se fait pas, il y a un passage à l'acte, il y a un suivi qui se fait pas. On peut analyser pourquoi, comment, c'est psychologique, familial, sociétal. Alors il y a plein de choses. Encore une fois, attention aux clichés, mais il y a quand même Mhm, des trends qu'on identifie. La première, c'est, hem, parfois une difficulté pour les gens qui font l'orientation de se projeter une jeune fille dans le monde du numérique et de l'informatique, faute de modèle. C'est-à-dire que ça fait, 25 ans que j'évolue dans les conférences sur la féminisation de la tech, donc c'est un sujet qui est assez ancien et depuis 25 ans, il y a une question qui revient souvent, c'est, «Citez-moi une grande scientifique féminine». mhm. Et très vite, en France, on va dire Marie Curie. J'allais dire Marie Curie, c'est la Mais première bon, qui Marie vient à Curie, elle l'esprit. est morte, Ça fait il y a pas un mal bail. de temps et elle est morte d'une de ses découvertes scientifiques. Hem, on va trouver chez les gens un tout petit peu plus, informés, des gens comme, Ada Lovelace, Mhm. qui est une Pas des premiers, française. voilà, des gens comme ça. Claudie Aigneret, pendant toute une Ah oui. période, elle est encore Mhm. venue il y a pas Bien très sûr. longtemps dans nos écoles aéronautiques faire une conférence et puis assez rapidement, ça C'est s'essouffle. s'épuise. Mhm. Il y a eu dans l'histoire du numérique des grandes patronnes il y a eu Sheryl Sandberg, très bien implantée chez Facebook, il y a eu, Carly Fiorina chez HP, mais ça s'est mal passé pour elle. Mais ça manque quel que soit ce qu'on peut penser d'eux, politiquement, d'un Elon Musk, Jeff Bezos, Sam Altman, Bill Gates, de cette Au féminin. puissance, Mhm. Steve Jobs, de cette puissance évocatrice-là pour créer des modèles. Donc il y a déjà ce premier point, c'est difficile de les projeter parce que elles n'ont pas de rôle modèle. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, notamment à notre niveau, c'est de venir créer des programmes qui vont créer ce type de rôle modèle et en tout cas de diffuser cette information auprès des jeunes filles. On, Le on- 2, on va pas, on va parler des programmes dans un instant, ouais, mais c'est ce qu'on essaie de faire dans ce podcast aussi, c'est montrer, alors pas des Steve Jobs ou des Bill Gates, mais des femmes qui travaillent en entreprise, dans des rôles de la tech, qui sont managers ou qui ont un succès à l'international, reconnus dans leur milieu, etc., pour mettre en avant c'est très ces carrières important. et pour montrer que ça existe. Je t'ai Le interrompu, excuse-moi. Ouais, non, non, le 2e point, c'est, des stéréotypes qui sont bien plus anciens. On a encore, des fois des jeunes filles qui sont de très bonnes scientifiques et à qui on dit finalement au lycée: «Écoute, toi tu aimes les sciences, tu es une fille, donc tu vas faire de la bio». Parce que dans le stéréotype, la bio c'est le vivant et le vivant c'est la femme. Donc on projette les filles vers la biotech comme si c'était la seule sortie, la Branche chimie aussi un petit scientifique, peu. ouais. Et pour donner un exemple, dans notre école EPITA, on a 14 d'étudiantes, ce qui est beaucoup trop peu à notre goût. Dans notre école de biotech, on a 74 d'étudiantes. Oui, donc c'est pas un stéréotype, Donc il y a une c'est la réalité réalité, autour les de ça. chiffres sont là, quoi. Voilà. Et puis ensuite, il faut pas minimiser le fait que l'accueil masculin
des jeunes femmes n'a pas toujours été parfait. Mmh. Que ça, y compris au lycée, hein, les études sur les spécialisations maths montraient que, les filles qui allaient là-dedans se retrouvaient, minoritaires et parfois un petit peu bousculées. Donc ça, c'est en train de changer par des programmes de sensibilisation, par, une société qui est quand même en La train société bouge d'évoluer. beaucoup aussi, hein. Et donc ça, on espère que ça va donner ses fruits. Mais par exemple, le gouvernement lance un plan, maths et filles dont le but est d'avoir, 30 000 filles en plus dans les spécialités mathématiques, dans les années qui viennent, heu, en travaillant sur ces stéréotypes. En préparant cet épisode, tu m'as dit qu'il y avait une différence culturelle aussi entre la vision franco-française de la diversité en entreprise ou dans la société versus la vision anglophone. Oui, ça c'est un sujet que j'ai, il y a 18 ans, j'ai fait, un master de recherche et mon sujet de recherche, c'était, l'impact de la féminisation des états-majors des grandes entreprises, donc du SBF 120, sur leur performance financière. Donc j'ai montré statistiquement que plus il y avait de femmes dans les COMEX, CODIR et les comités de pilotage des grandes entreprises et plus elles étaient haut placées, plus la performance financière des entreprises était grande. Donc C'est mathématique, c'est ça c'est statistique. mathématique. Donc j'ai fait une étude longitudinale sur 5 ans, analysé les résultats et avec, tout ce qu'il faut de régression et d'études statistiques, j'ai Mhm. montré que c'était corrélé. Alors corrélé, ça explique pas la causalité. Je vais pas rentrer là-dedans, mais à l'époque, par exemple, Anne Lauvergeon était très, très représentée Mhm. c'était la période de sa gloire et quand elle était, Chez dans un Areva, c'est ça? alors oui, Areva et puis d'autres entreprises où c'était Ok. Mhm. sur une période Ah oui, assez sur longue. plusieurs années. Oui. Quand elle était dans un board, ça marchait mieux. Alors est-ce que c'était, parce que c'était une femme ou est-ce que c'était parce qu'elle était brillante? Les Probablement les compétences. 2, j'en Mhm. sais rien. Est-ce que c'est parce que les agences de notation notaient mieux un COMEX qui était, plus diversifié? Est-ce qu'elle avait des intuitions? Difficile à dire. C'est pas le rôle. Le rôle, c'était de montrer: «C'est important». Pourquoi je parle de ça? Parce que quand j'ai fait cette étude, j'ai travaillé sur les stéréotypes et je me suis rendu compte que dans la vision des entreprises de la question de la diversité, il y avait 2 grandes, courants de pensée qui se combattaient. Le premier, c'est l'universalisme à la française, siècle des Lumières. Les hommes, alors les hommes et les femmes, mais dans le texte, il y a les hommes, naissent libres et égaux en droit et c'est une vision qui voudrait qu'on soit tous pareils. Le risque de voilà, c'est une vision qui est formidable, sauf qu'on a un peu tendance à oublier le «en droit» Ouais. et que ce «en droit», ça voudrait dire aussi en opportunité et quand on le cristallise en tout le les hommes naissent égaux, on fait une erreur parce qu'on n'a pas tous les Parce mêmes qu'on l'a chances, résumé. voilà et par ailleurs, quand on essaye d'aplanir tout ça en disant: «On est tous pareils», ça risque de créer une sorte de cécité Mhm. de la différence. Donc l'objectif, l'idéal, il est magnifique. Il faudrait qu'on ait tous les mêmes opportunités, tous les mêmes droits. La gestion de tout ça peut créer parfois un petit peu de d'insensibilité. Moi, j'ai été bien élevé par mes parents. Du coup, j'ai on m'a pas enseigné, que, la couleur de peau avait un impact sur la manière de penser de l'autre, le sexe non plus. Et donc, il y a quand même eu un effort de ma part à faire pour me rendre compte qu'en fait, être un homme blanc, c'était plus facile. Alors c'est bien parce que je suis pas raciste et tout ça, mais j'ai quand même dû déconstruire certaines choses qui Ouais. étaient, je me rends pas compte de mes privilèges. Le point en face, c'est le business case de la diversité à l'anglo-saxonne. C'est finalement une vision très, hem, capitaliste de la chose, c'est de dire: «Finalement, si je prends des gens différents, des gens qui viennent de pays différents, des gens avec des cultures différentes et des gens de genre et de sexe différents, eh ben, je vais créer de la diversité de pensée. Et si je crée de la diversité de pensée, je crée de la créativité et des idées, et donc je crée de la valeur. Et donc je vais promouvoir ces choses-là pour augmenter la valeur de mon entreprise par la diversité des idées. C'est du business. Et ça, c'est pareil, l'idéal est chouette, en tout cas moi j'aime assez. La question ensuite, c'est de savoir poser quel est le curseur qu'on va mettre par exemple à Mhm. des choses comme l'affirmative action, c'est-à-dire est-ce que je mets des quotas ou est-ce que j'en mets pas? Est-ce que je promeus quelqu'un, parce qu'il est d'un autre genre?
Oui, ce qui ferait de la discrimination positive. Est-ce que je fais de la discrimination positive? Et je pense que pour être un bon allié, il faut savoir où est-ce qu'on se positionne dans ce continuum, pour savoir déjà ce qu'on pense et ce qu'on veut faire. Et, pour te donner un exemple, pendant la table ronde, on en parlait avec ma voisine, Angela Nasser, que je crois tu as qui interviewé était il y a pas longtemps dans le Ouais, podcast. exactement. Et elle disait, bah, moi, je voudrais absolument jamais qu'on me dise que j'ai eu un poste parce que je suis une femme. Évidemment. Bah, évidemment, oui, ça paraît évident, Non, sauf que enfin, moi, oui. j'ai aussi rencontré des collaboratrices dans ma vie qui m'ont dit: «Écoute, à compétences égales, si jamais pour une fois le fait d'être une femme me sert à quelque chose, je veux bien qu'on me dise: "Écoute, vous étiez en shortlist, vous étiez exactement pareil, on avait besoin d'une femme"», et elle me dit: «Ça me va, parce qu'en fait, le reste du temps, je me bats», et en fait, c'est pas à nous de juger, chacun se positionne comme il veut. Non, quand je dis évidemment, je pense à un de mes anciens managers qui disait c'est jamais à compétence égale. Il y a toujours Bah, un autre je différenciateur. pense aussi. Alors maintenant, on peut être biaisé, évidemment, à aller mettre en valeur des qualités qu'on va trouver à l'un et pas à l'autre à cause de biais de genre, par exemple, ou des biais de culture ou de religion ou d'autres. Mais je pense pas trouver à compétence égale. Mais c'est une conversation passionnante. Euh, que tu as c'est très bien de pouvoir mettre en lumière ces constats et surtout à l'échelle d'un groupe aussi grand que Ionis. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau de l'enseignement? Quelles sont les initiatives que vous pouvez mettre en place pour essayer d'amener plus de jeunes filles, de jeunes femmes ou de personnes de minorités diverses et variées à s'inscrire dans des filières scientifiques ou techniques? Alors déjà, être exemplaire. Exemplaire au sens propre du terme, c'est-à-dire montrer l'exemple. Dans nos écoles d'ingénieurs, 3 de nos 4 écoles d'ingénieurs sont dirigées par des femmes. Des femmes qui sont des scientifiques, des ingénieurs. Anne-Ségolène Abscheid, qui est à l'IPSA, qui est notre école d'aéronautique, elle a été très haut placée dans l'armée. Donc quand elle parle de défense, quand elle parle, elle sait de quoi elle parle. Et elle est légitime aussi pour Voilà, parler de ça. le Epitech, qui est une de nos écoles flagship en informatique, est dirigée par une femme, Laura Hassan. Donc c'est important déjà de montrer à ces jeunes filles qu'on ne fait pas qu'avoir une parole, on a nous des modèles à leur montrer, et ces modèles sont par exemple les directrices de leurs écoles qui sont des scientifiques et des gens qui comprennent le numérique. Ça, c'est la première chose. Ensuite, effectivement, on va aller mettre en avant nos anciennes qui ont bien réussi. Mhm. Donc on va les solliciter, créer des formats vidéo, créer des masterclass, créer des choses qui vont leur permettre de faire des retours d'expérience. Ça, c'est pour la création de modèles. On va aussi mettre en place des programmes de mentoring avec des anciennes qui vont mentorer les jeunes filles. Ensuite, on va essayer d'aller casser les stéréotypes. C'est-à-dire? Alors, un exemple, c'est une initiative qu'on avait fait il y a quelques années, qu'on va relancer sous une autre forme dans quelques temps. On avait créé un site qui s'appelait Femmes Ingénieures, et le principe, c'est qu'on avait demandé à des journalistes issus de médias féminins, type mademoiselle.com par exemple, qui était un D'accord. média vraiment orienté. On leur avait donné carte blanche pour suivre pendant 1 an les aventures d'étudiantes dans nos écoles, sans aucun regard éditorial de notre part. Mhm. C'est-à-dire que l'idée, c'était de créer un feuilleton. Chaque semaine, il y avait un épisode sur un sujet. La recherche de stage, le projet de fin d'année, trouver un logement. Donc vraiment la vie étudiante Du quotidien. Mhm. d'une bande de jeunes étudiantes, chacune dans des écoles un peu différentes, et on les suivait comme un feuilleton chaque semaine, sous l'angle d'un journaliste qui avait carte blanche et sur lequel nous on revenait pas. C'était vraiment leur vie. Et donc il y avait des sujets aussi très pragmatiques. C'est quoi de vivre dans une école où 90% des autres étudiants sont C'est des des hommes. garçons? Mhm. Donc ça me permettait de casser beaucoup d'idées préconçues,
ou de montrer la réalité pour les prochaines, les lycéennes qui se disaient: «Ah mais si je vais là-bas, est-ce que c'est tous des geeks qui sentent mauvais et qui mangent des pizzas en Qui ont jouant des au stylos dans jeu de leur rôle à poche et des 3 heures lunettes du cassées. mat?» Ou est-ce que si moi-même je suis une geek qui aime manger des pizzas en jouant au jeu de rôle à 3 heures du mat, je vais trouver des gens avec qui évoluer? Hem Et donc on montrait la réalité. Ce qu'on fait aussi, c'est on intervient dans les cordées de la réussite. Avant de passer au Ouais. sujet suivant, quel a été l'impact de ces Très bon parce qu'en articles? fait, mais très bon finalement presque plus au niveau des parents. Mhm. C'est-à-dire que finalement, les parents nous disaient: «Oh ça m'a rassuré sur le fait que ma fille vienne dans votre école». Mais j'ai mentionné ça très brièvement au début, quand je parlais d'impact familial. Est-ce qu'on arrive, alors on n'arrive peut-être pas à le mesurer, mais est-ce que c'est quelque chose que tu ressens? C'est ce biais des parents, justement, qui dit non, c'est pas pour toi. Alors oui, et puis moi on m'a souvent accusé d'être très bourdieusien, il y a beaucoup de reproduction sociale. Surtout chez les jeunes filles où on va en fait, c'est le grand écart. C'est-à-dire, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont ingénieures parce que dans leurs parents, il y a des ingénieurs. Mais on va retrouver ça chez les garçons aussi, mais chez Avec les leurs jeunes femmes, parents, père et mère. ouais, et Mhm, donc elles vont avoir eu un modèle très proche et on revient sur mhm. l'importance du modèle. On a fait, un programme de podcast dans lequel on mettait un ancien et un étudiant en cours et ils se parlaient de leur carrière. L'un parlait de sa carrière et l'autre se projetait. Et en fait, beaucoup nous disaient: «Bah, moi, je me projette à créer ma boîte parce que mon père est ingénieur, il a créé sa boîte et je veux faire pareil». Donc on voit le mécanisme de reproduction. Ça, c'est une partie de nos étudiants et à l'extrême inverse, il y a des gens comme moi où c'est plutôt l'ascenseur social. C'est-à-dire moi, je viens pas du tout d'une famille où les gens sont scientifiques, au-dessus de ma tête. Ou J'avais dans un père qui l'enseignement. était militaire et commando, une mère, sans emploi, T'aurais pu terminer militaire. 2 grands-pères militaires. Oula. Et en fait, moi, évidemment, quand j'ai fait, l'EPITA en venant d'une famille, avec de classe moyenne, ça m'a servi d'ascenseur social. Donc on a aussi ça, il y a des gens qui s'élèvent à travers ça. Donc l'impact, il joue beaucoup sur les parents, que ça rassure de voir qu'il y a des gens qui finissent, ça dans la plénitude et qui sont heureuses et qui font des belles carrières. Et pour ça, on met en avant, bah, encore une fois, nos anciennes qui sont des rôles modèles formidables. Et alors, Hem je t'ai interrompu, tu allais parler d'un J'avais autre parlé des programme que cordées vous de la avez eu. réussite, c'est un Exactement. dispositif gouvernemental. Donc là, on intervient, dans les collèges et les lycées. C'est le cas, par exemple, de l'ESME, mais aussi de nos autres écoles, Epitech, et on va aller dès la troisième expliquer ce que sont les métiers du numérique. Bien souvent, les métiers du numérique sont limités à cette vision un peu de l'informaticien qui a un métier austère qui consiste à taper des lignes de code sur un écran noir, Mhm. dans une salle, Pas très un peu, éclairé. austère avec des serveurs à côté, et on leur montre à quel point le numérique est aujourd'hui au cœur de la société et encore plus avec l'avènement de l'IA, et que changer le monde, ça peut se faire à travers ces outils-là. De la même manière que, par exemple, Epitech propose à des étudiants de seconde qui doivent faire un stage d'immersion de venir à Epitech et d'étudier l'algorithmique, la robotique, en fait, de faire une sorte de bootcamp du numérique Mhm. pour voir si c'est des choses dans lesquelles ils se projettent. Et ensuite, avec, bah, par exemple, avec Amazon, on a le Amazon Future Engineer Programme à Epitech, dans lequel, avec article 1, dans lequel on va proposer une trentaine de bourses à des jeunes filles euh, issues de classes modestes pour pouvoir faire des études dans le numérique. Donc là, ce sont des bourses, hein. Donc Donc là, ce sont des on bourses qui... finance Voilà. des études de jeunes filles. On a fait un épisode entier sur Future Engineer, plusieurs d'ailleurs. Un avec article 1 et l'autre avec la programme manager de notre côté. Je vous mets les liens dans les notes du podcast si vous voulez aller réécouter ces épisodes. Dans la préparation de l'épisode, on avait parlé aussi de hackathon, et c'est quelque chose dont on a parlé avec Angela Nasser de Women in Tech il y a quelques semaines. Je ne la comprenais pas au début parce que sa vision hackathon est très différente de la mienne. Moi, je viens de la tech, donc un hackathon, c'est on met une banque de geeks dans une pièce, on leur met de la pizza et du café, on regarde ce qu'il en sort J'ai en un peu la matière même. de code. Et oui, c'est ce que vous faites à l'Epitech aussi, certainement. Elle, c'était plus pour créer des projets de start-up ou d'entreprise et les pitcher. Ça marche comment vos hackathons féminins? Alors, je dirais les deux.
On s'est rendu compte, et ça c'est un débat interne, on s'est rendu compte que des fois ça peut être un petit peu stressant de plonger dans ce monde très masculin que sont les écoles d'informatique. Mmh. Et donc on propose, à travers par exemple le concours Advance, qui est le concours d'entrée à nos écoles d'ingénieurs, mais aussi au sein de certaines écoles, des moments un peu spécialisés pour les filles, dans lesquels elles vont pouvoir libérer leur parole et poser des questions qu'elles auraient peut-être pas envie de poser, dans une assemblée plus classique. Mmh. Donc on va faire effectivement, des des hackathons, on va participer à des prix, là, il y a eu le prix Margaret, qui a été remis le soir de la keynote de Madines, avec, Join Forces There, qui est et donc là, c'est un prix qui va valoriser des créatrices d'entreprises, féminines. Et donc on peut avoir aussi, des modèles de hackathon, mais qui sont quand même basés sur l'apprentissage du code ou la création de quelque chose, dédiés aux filles, pour qu'elles puissent venir et poser tout en fait, c'est pas tellement le fait d'être entre filles qui nous intéresse que le fait qu'elles puissent poser toutes les questions sans se dire: «Ah, on va trouver que c'est une question nunuche». Ce qui peut être aussi, «Est-ce que ça se passe bien pour les filles en termes de sécurité dans votre école?» Oui, c'est Quand créer même un une ques environnement inclusif, enfin, voilà, ouais, inclusif et safe ou voilà. mmh et les résultats? Bah, les résultats, c'est que nous, les chiffres de féminisation de nos écoles sont en progression, mais ils sont bien loin de ce qu'on souhaiterait. Mais tu Que observes quand même la chose sur plusieurs années sur maintenant, plusieurs donc années, tu as un peu de recul? quand on a 23 de femmes à l'IPSA, qui est une école d'aéronautique, heu, pour la directrice, c'est faible, Mmh. par rapport de là où on vient, c'est pas mal. Moi, je suis dans ce groupe depuis, plus de 20 ans, j'ai connu, des promos, de l'EPITA où, sur une promo de 200 élèves, il y avait 3 filles. Waouh! Donc quand on a 14 d'étudiantes aujourd'hui, c'est pas mal. Est-ce que ça nous suffit? Pas du tout. Donc on continue à faire, des conférences, 100 féminines, par exemple, à Toulouse, dans le domaine de l'aéronautique, où là, on a des intervenantes, 100 féminines pour montrer que sur cette plateforme qui est Toulouse de l'aéronautique, il y a aussi beaucoup de femmes dans ce domaine-là. On a un programme qui s'appelle les cadettes de la cyber à l'EPITA, qui, vise à créer, des entrées dans la filière cybersécurité pour les femmes, parce que c'est une filière qui recrute énormément. Mmh. Et parallèlement, on travaille sur la dimension RSE de nos entreprises. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire, une école, ça doit avoir, un plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Hem et il doit s'appliquer aussi bien, aux employés Qu'aux qu'aux étudiantes? étudiantes. Mmh. Avec des systèmes qui peuvent être des systèmes qui facilitent la remontée d'un incident. Ça peut être, à l'EPITA par exemple, il y a eu l'instauration d'un congé menstruel pour les étudiantes, qui Mmh. leur permet éventuellement d'expliquer des Une absences, absence. en fonction d'un problème. Le comité de direction est, 100 paritaire et l'index d'égalité professionnelle d'EPITA, il doit être à 96. Sur une école d'informatique, ça montre Beaucoup. quelque chose, quoi. Mmh. Donc il y a aussi, des réformes internes pour montrer qu'il faut avoir les actes là où est sa bouche. Oui, c'est pas seulement dire, hem, il faut faire ça dans les entreprises, c'est l'appliquer à vous-même, montrer l'exemple. Je reviens à ce que tu disais au début, je crois C'est que ça. c'est une Bah, les manière. écoles d'ingénieurs de notre groupe sont des sociétés à mission. Donc elles se doivent, comme je disais, d'être exemplaires et de montrer l'exemple, c'est important. Quels sont les principaux challenges que tu rencontres encore, aujourd'hui? Les freins, Ah les bah, biais? les freins, c'est donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire, d'abord, des soucis d'orientation. Mmh. Hem, les bonnes étudiantes, mathématiques, ben, on les Ne voit pas passe pas le pas. toujours. Mmh. Une image de la filière informatique qui a été quand même pas mal abîmée, par des années, de mise en valeur du codeur hacker,
Là où aujourd'hui l'informatique permet d'accéder à tous les métiers, tous les C'est ça, il y a domaines. tellement de métiers différents. Écrire du code, c'est qu'une petite partie des gens qui travaillent en informatique. Et encore, ils écrivent pas du code pendant plusieurs heures par jour. Et même dans la pop culture, si on regarde dans les séries télé des années 2000, 2010, même 90, l'informaticienne de la bande, c'est une sorte de geekette, un peu gothique, Un peu punk. Elle sait faire se respecter des mecs parce qu'en fait, le stéréotype, c'est qu'elle a des codes du genre masculin, elle est rentre dedans, et en fait, voilà, soit elle est emo, soit elle est gothique, soit elle est punk, et c'est elle l'informaticienne, et il y a ça dans NCIS, dans plein de trucs. C'est en train de changer doucement, non? C'est en train de changer, et c'est en train de changer heureusement, parce que ça nous coupe de, par exemple, toutes les jeunes femmes qui pourraient être d'excellentes consultantes. Or, la consultante en numérique aujourd'hui, elle est en tailleur dans un cabinet conseil, elle n'est pas habillée avec un t-shirt de hard rock comme... Et moi qui suis un très bon geek à la base, hein, je renie pas la culture geek, je dis juste, tout ça est construit sur une base de stéréotypes qu'on a encore besoin de casser. Et ensuite, dans les autres soucis qu'on a, il y a probablement le fait que certains secteurs ont été trustés par les hommes, et qu'on a encore aussi des changements de culture à impulser. Par exemple, par exemple, si de quel secteur tu penses, ouais. En informatique, dans nos secteurs, la tech de manière générale, mais l'industrie aussi beaucoup. Or, l'industrie, ça représente une partie non négligeable des gens qui recrutent des gens de numérique. Mais si je prends un exemple personnel d'examen de conscience, moi, je démarre ma carrière chez IBM, puis chez Lotus R&D. J'ai à ce moment-là une manageuse qui s'appelle Danielle Laurent, qui vraiment m'enseigne avec son bras droit Gilles Anguard la veille technologique. J'intègre donc dès ma première expérience que ton manager, ça doit être une femme. Problème d'une certaine manière réglé. Hein. Je pense que quand tu as 80% d'hommes dans une structure, c'est difficile d'intégrer que ton manager soit une femme parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc il y a déjà le fait qu'on a un problème de projection lié à la structure. Bon. Ensuite de ça, je crée un labo qui était au sein de l'EPITAC, qui était une sorte de structure entre le labo de recherche appliquée et le Startup Studio. Au sein de ce labo, je vais nommer rapidement 2 jeunes femmes chefs de projet, qui sont Séverine Long et Aurélia Fermé à l'époque, Aurélia Pinel, qui est aujourd'hui chez Amazon, que vous connaissez. Il se trouve que les deux étaient d'une rigueur absolue, ce qui est génial pour un chef de projet. Qu'est-ce que je vais observer? Je vais observer que les managers de 50 ans qui des jeunes femmes de 25 ans viennent expliquer qu'ils doivent être là le vendredi, là le mardi, avoir rendu ça et tout ça, le vivent extrêmement mal. Et ils le vivent extrêmement mal sur 2 choses, l'âge et le sexe de la personne en face. Donc je vais observer ça va m'éduquer sur le fait qu'elles ont des batailles un peu plus dures, mais parallèlement je vais intégrer un stéréotype que j'ai encore, si je suis tout à fait honnête, c'est que pour moi, les femmes sont plus rigoureuses et de meilleurs chefs de projet. Si tu tires sur la corde, tu vas trouver un courant de la psychologie et des études de genre qui est porté par exemple comme des auteurs de vulgarisation comme Barbara Allan Pease. C'est un peu le même courant que Les hommes viennent de Mars et Les femmes de Vénus. Barbara Allan Pease, c'est des bouquins qui sont très agréables à lire, qui un peu pourquoi les hommes, je sais plus ce que c'est pourquoi les hommes savent lire une carte routière et les femmes mentent, ou un truc comme ça. Enfin, c'est un titre qui est vraiment racoleur, et si c'est pas celui-là, je mettrai le lien dans les notes. Je fais que colporter le stéréotype, mais justement pour revenir à quelque chose. En gros, ces gens-là, ils sont basés sur une réflexion sur le cerveau, qui est une réflexion qui a été portée pendant très très longtemps. Ça vient d'une réflexion sur le cerveau reptilien, qui dit globalement
Les hommes, l'homme préhistorique, Un instinct de survie, allait enfin de... chasser, il devait résoudre des problèmes, se Mhm. repérer dans l'espace, donc il aurait construit un cerveau de résolution, et c'est pour ça que les hommes auraient un meilleur sens de l'orientation. Il disait la femme était censée rester à la caverne, elle surveillait la tribu, et donc pour se défendre, au lieu de créer des systèmes de résolution, elle a créé des systèmes de communication, et elle sait faire alliance. Ça serait pour ça que les femmes savent faire plusieurs choses à la fois parce qu'elles surveillaient les gosses, les machins, et c'est pour ça qu'elles communiquent mieux parce qu'elles faisaient ça. Là-dessus, ils ont construit toute une explication de la Mhm. civilisation moderne. C'est très très ancré dans la tête des gens à bas niveau. Sauf qu'en 2007, t'as Gina Rippon et plein d'autres gens. Elle a écrit un livre qui s'appelle The Gender Brain qui disent bon, écoutez, aujourd'hui on a de l'imagerie médicale, on est peut-être capable de voir si tout ça est vrai. Et c'est faux. Et c'est faux pourquoi? Prouvé Parce que scientifiquement. en fait, on est un peu comme ça. C'est vrai que le cerveau reptilien est encodé par notre génétique d'espèce, mais le cerveau est extrêmement plastique. Et donc, une femme qui va décider de faire un certain nombre de choses qu'avant on considérait comme masculin, que ce soit dans le travail, dans les comportements, va développer son cerveau comme les autres. Et inversement, des hommes plus émotifs et autres vont développer des zones du cerveau on pensait surtout dédiées aux femmes. Donc la plasticité du cerveau et les expériences de vie dominent le reste. Et pourquoi je te disais tout ça? Bah, tout simplement parce que cette partie-là est encore très 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 mal intégrée dans la tête de beaucoup de gens. Et donc, malheureusement, on a encore de la chance d'être un homme, et on le voit sur les salaires, on le voit sur les négociations, on le voit sur les opportunités. C'est encore plus dur d'être une femme. Et donc, je pense que pour certaines étudiantes, se dire c'est plus dur d'être une femme dans le monde du travail et c'est plus dur d'être une femme dans le monde de la tech, ça fait beaucoup de fois plus dur, je vais peut-être aller Et faire donc autre je vais chose. choisir quelque chose qui est plus enfin qu'elle pense plus abordable, mais qui ne l'est pas. La science au service de la diversité, de l'équité, de l'inclusion. J'aime bien cette manière de terminer cet épisode. Merci Yannick pour ces explications et avoir levé le voile également sur toutes les initiatives au sein du groupe Ionis, donc un grand groupe d'écoles, plus de 30 écoles, hein, c'est ça que tu as dit au début, notamment Epita Epitech que nous connaissons bien chez AWS et dans les boîtes d'informatique évidemment. Ici en France, Yannick Lejeune, tu es chief, je recherche mes notes, digital officer, c'était le mot que je cherchais chez Ionis. Merci pour tes explications, merci à vous Merci d'avoir à toi. écouté cet épisode du podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous vendredi pour un prochain épisode, mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.